Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la première de la semaine, bienvenue aux grandes gueules de ce matin. Une émission qui se veut le lieu justement de vous offrir les clés de compréhension de l'actualité de notre pays et pourquoi pas celle sous-régionale lorsqu'elle tombe. L'équipe est mobilisée tout au grand complet. Les amis, tout bien parés ce matin pour vous apporter ces clés-là. Au menu de cette actualité de ce lundi, Cabinet Silla, l'ancien intendant de la présidence de la République de Guinée, a été placé sous mandat de dépôt en fin de semaine dernière et donc déposé à la maison centrale. Il fait l'objet de poursuites depuis plusieurs mois pour faits présumés de corruption, de blanchiment d'argent, de vol en bande organisée et que sais-je encore. Il rejoint ainsi la maison centrale, lui qui, jusque-là, avait été assigné à résidence. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? C'est bien son avocat, Almami Samori Traoré, qui prendra la parole dans un instant dans ses grandes gueules. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis la ville de Nzérékoré, qui n'a plus de conseil municipal. Les élus de cette municipalité viennent d'être déchus par acte du président de la République. Il leur est reproché une mauvaise gestion des fonds de la collectivité. Le maire déchu, Moriba Delamou, il prend la parole ce matin et il nous dit tout son étonnement. Vous l'entendrez. Cette actualité-là, l'accident de Kindia, on en a parlé, l'accident de Sougueta. On reviendra là-dessus de long en large avec notre correspondant qui s'y est rendu. Témoignage glaçant ce matin, vous l'entendrez au bout du fil. Et puis, terrorisme dans la sous-région, le Sénégal, qui arrête un cerveau présumé. Il en sera question dans cette émission. Et puis, pourquoi pas le sujet de ce lundi, c'est bien cette suspension du ministre des Infrastructures et des Transports et d'autres cadres avec lui, des directeurs nationaux, entre autres. Exclusivement, les grandes gueules vous livrent les véritables raisons de cette suspension. Restez avec nous, les grandes gueules. Nous ouvrons donc cette émission avec vous, Djiba Milimono, bonjour. Bonjour Tamba et surtout bonjour à tous. Bienvenue Jacques, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Tamba. Toutes mes condoléances au peuple de Guinée. Merci, merci. On est en deuil. Nous y allons tout à l'heure. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Zachary, bonjour donc au ministère des Infrastructures et de Transport. Bonjour à la Direction Générale du FER. Bonjour au gouvernement Goumou, finalement que nous sommes en train de voir à l'œuvre, mais il faut quand même le dire, c'était trempe dans de la carambouille. Pendant cette émission, vous allez écouter des exclusivités, des enregistrements audio qui vont vous faire froid dans le dos. Vous allez découvrir comment un ministre et plusieurs de ses hauts cadres ont pu se répartir quand même des lots, 137 lots dans les BTP. Et là, on parle de plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens. On ne va pas aller vite en besogne, ça va arriver dans un instant. Témoignage exclusif, justement, livré ce matin par les grandes gueules, nous l'avons annoncé. Mais d'ici là, mon cher Antoine, cette actualité qui a glacé tous les Guinéens, au moins 22 morts, beaucoup de blessés, c'est majoritairement, nous apprend-on, des étudiants entre Mamou et Farana, un accident que l'on ne saurait qualifier, mon cher Antoine. Oui, Tamba, c'est quand même l'actu majeure du week-end. C'est vrai, c'est une actualité qui n'est pas nouvelle parce que c'est devenu pratiquement une tradition en Guinée. À chaque approche de fin d'année qu'on assiste à de tels drames, c'est vraiment effroyable ce à quoi on a assisté hier du côté de Sougueta entre Kindia et je crois c'est entre Kindia et Mamou. Et on parle au départ c'était 22 morts. À présent, on parle de 24 morts. Normalement, les drapeaux devaient être en berne ce matin. En effet. On devait décréter ça fait beaucoup de morts. Des journées de deuil national parce que la nation a perdu plusieurs de ses fils. La plupart des victimes sont des étudiants qui partaient à Farana pour entamer les cours. Parce que vous savez que la rentrée universitaire a eu lieu le 2 novembre dernier. Et généralement, les étudiants en provenance des régions
n'entament pas au même titre que tout le monde. Très souvent, les étudiants préfèrent attendre la semaine suivante pour entamer les cours. Donc, normalement, ce lundi, ces étudiants-là devaient être en salle de classe pour prendre part au cours. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Ils ont été fauchés hier par la mort. Et les images, je pense que les réalisateurs les ont. On peut les diffuser pour voir avec, pas les images des corps, mais plutôt celles des véhicules, voir comment le choc a été terrible. C'est un gros camion qui a heurté un minibus qui avait à son bord une vingtaine de passagers. Et je pense que les images qu'on nous a envoyées hier de Kindia sont abominables. On a vu des corps qui ont été allongés par dizaines. Et on nous apprend, tout à l'heure on aura le directeur du centre de santé de Sougueta. Justement, Ahmed Tidiane Barry, des images assez effroyables justement qui apparaissent maintenant sur votre petit écran. C'est tout dire hein, du choc et de la violence subie par les gens qui étaient à bord. Donc, à voir les images, vous vous rendez compte que personne ne pouvait sortir de ce accident indemne ou vivant, même si on nous apprend qu'il y a eu quelques blessés graves qui ne sont pas décédés. Donc, ce qu'il faut dire clairement, c'est que c'est un nouvel accident pour lequel on va encore une fois dénoncer. Et très souvent, nous indexons les mêmes causes. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tant qu'il n'y aura pas de correction à des endroits donnés, on va malheureusement assister à de tels cas presque tous les jours. 24 morts, c'est quand même un bilan lourd, Tamba. Un bilan lourd pour un accident. Il n'y a pas très longtemps, on parlait du cas de Cancan, où il y a eu ce autre accident de la circulation qui a fait d'autres victimes par dizaines. Aujourd'hui, à nouveau, il y a cet accident. La grosse question, c'est finalement, qu'est-ce qu'il faut pour empêcher de tels drames? Parce que les spécialistes ont pris la parole. Les journalistes ont parlé. La plupart des acteurs, les leaders d'opinion ont pris la parole pour un peu dénoncer certaines pratiques dans la circulation. Sauf que ça ne change pas. Et donc, il serait important que le gouvernement... C'est bien de faire des déclarations parce que j'ai lu le communiqué du gouvernement hier. Pour une fois qui a été prompte à réagir et à même présenter les condoléances aux familles des victimes. Sauf que pour moi, ce n'est pas suffisant. On n'aurait pas dû se limiter à ce bilan fait, ni aux condoléances. Moi, je suis d'accord. On aurait pu aller loin. Moi, je suis d'accord. Ce matin, on aurait dû annoncer, on aurait dû sentir que la Guinée est en deuil à travers la mise en berne du drapeau. C'est un acte symbolique. Ça aurait dû être dans les écoles ce matin, lorsque les élèves, à la montée des couleurs, il fallait que l'information passe pour dire que des compatriotes ont perdu la vie sur la route. Dans les bureaux, parce que les fonctionnaires prendront... actuellement, on constate que le ministère de l'Éducation monte les drapeaux. Donc, le ministre, à la prise de parole devant ces cadres ce matin, devait faire en sorte que le drapeau n'aille pas jusqu'au sommet du mât. On devait faire en sorte que ça se limite, qu'on appelle au milieu, pour montrer que le pays est en deuil. Et à mon avis, le gouvernement, il n'est pas encore tard. Ils peuvent encore le faire, parce que là, c'est encore des morts et des morts de trop. Des morts et des morts de trop. Le pays est en deuil et c'est peu de le dire. Explication de la survenue du drame et de comment toutes les victimes ont été prises en charge. Maintenant, nous avons en ligne Ahmed Tidiane Barry. Il est chef du centre de santé de Sougueta. Nous l'avons en ligne, monsieur Barry, bonjour. Nous l'avons perdu. Antoine, pour terminer avec vous. Pour terminer rapidement, Tamba, on le disait, il y a un spécialiste de la sécurité routière, monsieur Savané des auto-écoles AMSI, qui ne cesse de le dire. Tant que le gouvernement ne prend pas des mesures adéquates, des mesures fortes pour que... C'est vrai, les accidents, c'est comme le banditisme, on ne peut pas complètement les éradiquer, mais on peut les diminuer. Il faut que nous prenions des mesures drastiques, draconiennes, afin que les surcharges et autres comportements ou indisciplines des chauffeurs dans la circulation cessent. Parce que c'est vrai, il y a les accidents, mais il y a parfois des comportements de conducteurs qui sont à blâmer. Il faut que le gouvernement agisse, sévisse. Sinon là, on va continuer à compter les morts et ce n'est pas louable, Tamba.
Nous allons continuer à compter les morts et ce n'est pas louable. On se dit que Dieu nous en préserve. Et donc, il est à nouveau en ligne, Monsieur Ahmed Tidiane Barry. Je rappelle qu'il est chef du centre de santé de Sougueta. Sougueta, justement, qui a vécu ce drame-là. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, Monsieur Ramin Dilassi, ou je ne sais pas c'est qui. Voilà, bienvenue donc à cette émission des Grandes Gueules. Djiba Milimouno, on continue avec vous. Okay. Docteur, c'est vrai, on parle de... Allô? Permettez qu'on vous pose la question. Allez-y, Djiba. Allez-y. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Est-ce que vous nous entendez là? Je pense qu'il va falloir le rappeler. Mauvaise liaison, malheureusement, avec Sougueta, mon cher Djiba. Oui, ce matin encore, comme d'autres jours, on est là en train de dégrainer un peu ce chapelet de morts, ce qui est quand même regrettable. Je me souviens encore, il y a quelques semaines, on en parlait dans ce studio. Et aujourd'hui, on revient ce matin pour parler encore d'accidents. Mais vous savez, tant qu'on ne va pas être dans l'anticipation de tels scénarios, on va y revenir déçu. Parce que moi, cette route-là, d'abord, avant, elle était accidentogène. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de route large Tamba, des routes qui sont petites et encombrantes, attendez-vous qu'il y ait des accidents. Absolument. Parce que cette collision-là, c'est vrai, pour l'instant, on dit qu'ils sont en train de mener des enquêtes. On ne connaît pas l'origine, parce que l'origine peut être humaine. Voilà, Djiba, on reste avec vous. On va prendre donc Monsieur Barry qui est de retour. Allez-y. Oui, docteur Barry, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci de nous rejoindre dans les Grandes Gueules. Et d'abord, toutes nos condoléances. Et on a vu ces images insoutenables, ces 4 morts. Alors, vous qui avez reçu ces corps-là, ce matin, est-ce qu'on peut avoir une idée du bilan? Parce qu'on parle de 22, 24 morts. À date, on a combien de morts? Et quel est l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les blessés, notamment les 8 blessés? Ok, merci beaucoup vraiment de m'avoir appelé à votre émission de la Grande Gueule. Je vais vous parler un peu de cet accident-là, vraiment un drame qui s'est passé hier à 5 km du mon centre de santé ici. Il y a eu à peu près 22 corps, 22 morts. C'est 22 corps qu'on a pu avoir ici et 10 blessés graves. Et les 22 corps ont été transportés à Conakry et à Kindia. Les blessés aussi ont été évacués à Conakry et à Kindia. D'accord. Donc, les gens parlent de 24. Parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient sous le véhicule. On croyait que c'était 24, non. Mais quand on a fait le dépouillement, on a fait sortir les gens, le tout était à 22. Ça fait 22 corps. Ce n'est pas 24. Oui, sur les causes de l'accident, est-ce que vous avez une idée de ce qui a bien pu se passer? Bon. À cause de l'accident. Oui, allez-y. Est-ce qu'on vous a raconté les circonstances de la survenue de cet accident? Bon, la survenue de l'accident, on m'a expliqué un peu. C'est que c'est un minibus et un camion qui s'est coalisé donc. Et le minibus a fait une 3e position. Et le camion venait et il n'a pas pu vraiment les éviter. Ils sont coalisés et il y a eu le drame. Wow. Et sur l'identité des victimes, on parle de plusieurs étudiants qui partaient à Farana pour entamer les cours. Exactement. Le plus grand nombre de moins des accidentés, c'est les étudiants de Farana. Et les étudiants de Farana. Il y avait au moins à peu près 4 ménagères. D'accord. Mais tous les autres, c'était des étudiants. Ok. Alors, il y a quand même cette préoccupation. J'y pense depuis là. Vous nous parlez de 22... Est-ce que vous écoutez, monsieur Barry? Allô? Oui, vous nous entendez là? Allô? Allez, d'accord, je pense qu'on... Est-ce que vous nous entendez, monsieur? Allô? Oui, monsieur Barry, vous nous entendez? Vous êtes à l'antenne. Vous nous entendez?
Ah non, je pense qu'on va le reprendre, quand même pour ce niveau de détail. Ma préoccupation, Jacques, est-ce que tu peux désactiver? Ma préoccupation, Diba Milimouno, Oui. on parle de 22 corps Oui. et de 10 blessés. Oui. Ce minibus, finalement, il prenait combien de passagers? Justement, la capacité d'accueil de la voiture, c'est pourquoi je parlais du facteur humain, puisque c'est bon de dire que les routes ne sont pas bonnes, mais il faut aussi tenir compte du facteur humain. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ces chauffeurs-là, ils ne pensent qu'au gain. Mais de la vie de leurs passagers, personne ne fait une prise de conscience. Parfait, on reviendra tout à l'heure donc à vous. Monsieur Barry, vous êtes à nouveau avec nous. On se posait la question. Oui, On se posait la question. Vous parlez de 22 corps et de 10 blessés. Ça nous fait un total de 32. Est-ce qu'ils étaient tous à l'intérieur du minibus ou comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Bon, il y a d'abord le minibus. C'est les 20 pour le minibus et les 2 autres, c'est les apprentis du camion. D'accord. Et les 10 autres? Les 2 autres, c'est les apprentis du camion. Et les 10 autres? Les 20 autres, c'est le minibus. Et les 10 blessés, Le chauffeur du minibus est sorti sec de soif. D'accord. Donc, le chauffeur du camion aussi, il est blessé, il est gravement blessé parce que lui aussi, on l'avait évacué. Mais le chauffeur du minibus est sorti sain et soif. D'accord. Jacques avait une autre question. Oui, Monsieur Barry, comment les secours ont été organisés sur place? Donc, puisque, il faut que vraiment... Il n'écoute pas, malheureusement. Monsieur Barry... Parler un peu au chauffeur. D'accord, Monsieur Barry, à cette question qu'on voulait vous poser. Je posais la question, comment vous êtes organisé sur place pour apporter secours? Vous êtes à la tête d'un centre de santé, j'imagine, il n'y a pas beaucoup de personnel. Comment vous vous êtes débrouillé pour faire évacuer les corps, mais également les blessés? Merci beaucoup vraiment de m'avoir demandé de cela. J'ai fait appel à mon hiérarchie qui m'a secouru immédiatement. J'avais ici jusqu'à 22h mon DRS, mon DPS, avec moi ici jusqu'à 22h. J'étais là avec mon DPS et mon DRS. On était là, ils ont fait appeler, les ambulances sont venues et le coma jaune, en connivence avec le gouverneur, ils ont envoyé le camion pour nous pour évacuer les corps direct à Conakry. Vraiment, ça, il faut qu'on le remercie beaucoup. C'est leur boulot, c'est leur travail, mais ils ont vraiment fait leur humanisme. Hier encore, ça nous a vraiment beaucoup réconforté parce qu'avec mon personnel qui était là, on ne pouvait pas vraiment subvenir avec tout ce drame qui s'est passé hier. Sur la situation des blessés, est-ce que vous pensez qu'il y a parmi eux certains dont le cas est encore grave, ou est-ce que vous pensez que tous les 10 blessés peuvent s'en sortir? Bon, parmi les évacués, on avait les inquiétudes d'un étudiant qu'on a évacué immédiatement à Conakry hier. C'est lui qu'on a vraiment beaucoup de doutes parce qu'il souffrait. Mais je crois arrivé à Kindia, on l'a mis encore beaucoup de soins intensifs avant de le référer à Conakry. Et juste ce matin, l'ambulancier me disait qu'il était au point de retour, qu'il était rentré vraiment dans les bonnes et meilleures conditions. D'accord. En tout cas, bravo pour le boulot que vous avez abattu, monsieur Barry, et nous vous disons beaucoup de courage. En tout cas, c'est une situation assez traumatique. Mais merci en tout cas d'avoir pris la parole ce matin chez nous dans les grandes gueules. Voilà, Diba, on poursuit. Vous avez écouté monsieur Barry. Oui, tout à fait. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable et on l'exprime avec assez de douleur ce qui s'est passé. On sent un peu la gravité rien qu'à voir les images, le choc de cet accident. 20 morts et 2 autres pour les apprentis. Donc ça questionne aujourd'hui la responsabilité du chauffeur. Comment on a pu entasser autant de personnes dans un minibus? Mais il ne nous explique pas d'où provenaient les 10 autres. Les 10 autres, voilà. C'est le minibus. Les 2 autres étaient les apprentis. Pas forcément, je crois qu'il y a quelques-uns du camion, parce qu'il parle du conducteur du camion qui fait partie des blessés. Oui. Et puis probablement d'autres aussi. Les 2 apprentis. 2 apprentis, voilà, plus le chauffeur, ça fait déjà 3. Justement. Maintenant, et sans compter ça nous ferait 23. Justement. Mais on en est à 32. Voilà, sans compter que le chauffeur du minibus est sorti indemne de cet accident. Et ça questionne d'en bas la responsabilité non seulement du chauffeur, mais aussi des hommes en uniforme, tout au long des barrages. Comment une telle voiture avec une telle surcharge peut passer
sans que ces gens-là ne fassent pas leur travail. Parce que c'est pour cela qu'ils sont là. Imaginez, à chaque fois vous passez, on demande de l'argent aux citoyens. Mais là, on est face à une situation tragique. Il faut questionner la responsabilité de ces barrages-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour filtrer ces voitures-là? Ça, c'est la première question aujourd'hui qu'il faut poser. L'autre aspect qu'il faut aussi rappeler, c'est que on est d'accord que dans son explication, si on s'en tient à son explication, puisqu'il disait qu'il y a eu 3e position, ça veut dire qu'il y a eu un dépassement dangereux. Donc, si tel troisième ligne. Justement, donc si tel est le cas, la responsabilité du chauffeur aujourd'hui, elle est foncièrement engagée parce que avec des routes qui sont aussi étroites, on a vu ces routes, c'est très étroit, avec des camions qui viennent, dès que vous arrivez vers un dépassement dangereux, sans regarder celui qui vient devant, forcément il y aura collision. Donc il faut questionner la responsabilité du chauffeur qui normalement, chaque jour on parle de civisme, on est face à une situation aussi banale qu'on aurait pu éviter. Donc la responsabilité des hommes en uniforme au niveau des barrages qui laissent des camions passer, parfois même des apprentis qui sont sous les toits, mais on ne fait rien, sans compter les enfants qui sont au volant de ces camions. Donc je crois qu'il faut questionner, l'enquête va être ouverte, mais il faut questionner aussi la responsabilité des hommes en uniforme. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là pour empêcher que cette voiture-là passe? Aussi une prise de conscience au niveau des passagers. Moi, je l'ai toujours dit, lorsque vous venez dans une voiture qui est surchargée, je pense que le bon sens voudrait aussi qu'on évite de monter dans une telle voiture. Et pour finir, la question technique. On l'a toujours dit, le contrôle technique en Guinée n'existe pas. Et ces camions-là circulent. On connaît un peu le système de freinage parfois qui est assez défectueux, les surcharges. Le système de pesage aussi est quasiment absent. Nos routes aussi ne parlent pas. Les grandes gueules. Il y a autant aujourd'hui de cocktails qui sont réunis, qui sont devenus des facteurs qui peuvent facilement nous amener avec ces accidents tragiques. Absolument, un cocktail explosif. Mais MAF, pour une première, il y a des autorités qui se sont très vite bougées, si l'on en croit l'explication de ce médecin que nous avons eu tout à l'heure. Certes, oui, mais après, dans un tel contexte, ce qui nous importe, est-ce la mobilisation ou même ce qui nous conduit à ces drames? Vous savez, pour les experts qui sont dans ce domaine, lorsque vous les écoutez, ils ne disent jamais « nous voulons stopper de tels phénomènes » parce que c'est pas maîtrisable. Ça arrive partout dans le monde. C'est aléatoire. Mais ce qu'on peut faire, c'est de freiner de façon drastique. C'est de les réduire. De les réduire, voilà. C'est de réduire, de mettre en place les facteurs justement qui nous évitent ces drames. Mais lorsqu'on cite les facteurs, Diba en a cité plusieurs tout à l'heure. Mais c'est cela la réalité. Souvenez-vous de tous les drames dont on a parlé dans ce studio même. Depuis lors, qu'est-ce qui a changé? Quand on prend la conduite en Guinée, qu'est-ce qui a changé au niveau des écoles? Il y a des gamins qui se retrouvent aujourd'hui au niveau en train de conduire les gros porteurs. Et même quand c'est pas un gamin, ça peut être un adulte. Mais lorsque, par exemple, on doit conduire un véhicule de plus de 9 personnes, ailleurs, il y a des enquêtes de moralité, il y a même un travail psychologique pour savoir que c'est pas quelqu'un qui est capable d'aller jeter tout le monde parce qu'il a des troubles mentaux. Lorsque vous prenez cet aspect, vous prenez les routes. On parle des routes à Conakry, mais elle est à l'intérieur. Mais l'intérieur, je ne sais même pas ce qu'on est en train de faire, mais je ne sais pas quelle qualité de route on a. Je sais pas je suis profane dans la matière, hein, mais je me dis que ça, c'est pas possible. Tout est réuni pour qu'il y ait de tels drames. Vous prenez les policiers, c'est quand même sous leurs yeux que beaucoup de choses se passent. Un exemple très simple, ici à Matoto, les femmes viennent, elles sont des fois 5, 8, 9, 10 dans le véhicule. C'est ici, dans ce studio, on a posé la question, je crois que c'était à Kabele qui était à l'époque ministre. Je le dis parce que je ne sais pas si c'est lui, mais je crois que c'était lui. Lorsqu'on lui a posé cette question, il a dit... C'est difficile parce que vous allez venir dire à ces femmes de descendre, elles vont vous dire c'est là que nous nourrissons notre famille. Il y a quand même cette pression sociale qui fait que c'est aussi difficile pour ces agents de faire leur travail. Mais à quoi sert l'État alors? Si l'État n'est pas capable de nous amener à poser des actes pour notre propre sécurité. C'est la bonne question, Omar, parce que ces minibus, à la base, c'est 9 places derrière, 3 devant, y compris le chauffeur. Et normalement. Mais c'est transformé, aujourd'hui on en est à 32. Je ne sais pas comment c'est possible. Voyez les bancs. Voyez les bancs qui sont dans les minibus. C'est propice au massacre. C'est propice au massacre. Sinon, normalement, on devrait avoir des feuilles avec des fauteuils avec des ceintures de sécurité. Mais on va parler de tout ça. On va vous dire non, on n'est pas arrivé là-bas, on est loin. Mais en fait, tout est réuni pour qu'on ait de tels drames, pour qu'on puisse souffrir de telle sorte. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis ce week-end. Moi, j'ai regardé ces images, mais c'est atroce. C'est difficile de voir tous ces jeunes étendus. Ils avaient des projets, ils avaient des rêves. Et tout ce qu'ils demandaient, c'était d'appartenir à une nation où les gens prennent leurs responsabilités. Chacun à son niveau. Mais vous allez voir, on est en train ce matin de parler de cet autre drame.
on va sortir de ce studio. Dès demain, chacun va vaquer à ses occupations. L'État qui est censé prendre des mesures, même si il prend les mesures, ça sera de courte durée, ça sera éphémère. On oubliera et on ira sur des choses qui, pour eux, ils estiment que c'est grand, mais en fait, ce sont des choses comme ça. Parce que je crois le dernier cas d'accident qu'il y avait eu, c'était des femmes qui étaient sorties, elles devaient aller, je sais pas, dans un marché hebdomadaire, et elles étaient pleines dans le minibus. Vous voyez, cette banalité quand même, cette façon de gérer certains problèmes dans le pays, je pense qu'on n'a pas besoin de milliards. Dire à un policier, vous voyez une voiture, lorsqu'elle ne répond pas aux normes, stoppez cette voiture. Ça poussera même les chauffeurs à ne pas mettre dans la circulation des carapaces. Mais on circule des fois, il y a dans la circulation des voitures qui ont des problèmes de frein, des voitures dont les portières ne marchent pas, des voitures où il n'y a pas de ceinture de sécurité. Mais on voit tout ça quand même, on banalise, ça ne demande pas des milliards. Mais on est dans un pays où justement on facilite tout. Dès que ça commence à créer, on dit non, laissez passer, ça fait rien. Et voici, on a de tels drames. Je suis juste désolée pour ces enfants. Toutes mes condoléances à leur famille, parce que ceux qui ont perdu, ce sont leurs familles. Cet état-là, moi, je ne vois pas faire grand-chose. C'est juste la tristesse, mais je ne m'attends pas au miracle. C'est d'autant plus pénible que ce sont des jeunes comme nous, avec des ambitions, mon cher Jacques, qui sont encore à la fleur de l'âge, une vie nourrie d'ambitions qui, malheureusement, ne verront plus jamais le jour. Et c'est aussi, ça correspond aussi à la folie meurtrière des fins d'année en Guinée. Oui. C'est pas nouveau, chaque année il y a ce type de drame. Attendons encore les fêtes de fin d'année et voir ce qui pourrait se passer. Allez-y, Jacques. Oui, je ne vais pas revenir sur tout ce que les autres ont déjà dit, renouveler nos condoléances aux familles éplorées et dire que, souvenons-nous, lorsqu'il y a eu le dernier drame sur la route de Dubreka, il y avait eu des mesures de Dubreka, mais également sur la route de Kankan, des accidents qui se sont enchaînés. Le gouvernement avait annoncé des mesures. C'était des mesures sécuritaires. Ces mesures-là n'ont pas été prises, en tout cas n'ont pas été appliquées sur le terrain par les agents censés les appliquer. Moi, j'ai envie de dire ce matin, tout simplement, à nous qui empruntons ces véhicules-là, d'interpeller ceux qui nous conduisent. D'abord, Djiba l'a dit, lorsque vous savez que le véhicule est surchargé, quel que soit votre empressement, débrouillez-vous à trouver un véhicule qui n'est pas très chargé. En fait, ma logique ce matin, ce n'est pas de dire l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Je sais que ça ne viendra pas. Je vais donc m'adresser aux citoyens et dire que vous êtes dans un véhicule ou bien vous voulez prendre un véhicule et vous voyez qu'il est surchargé déjà, abstenez-vous. Et puis lorsque vous êtes à l'intérieur, faites-la. Mais Jacques, non, je vais terminer. Tous nos véhicules sont surchargés. Oui, mais si tu vas à la gare, ils sont tous surchargés. Il n'y a pas un seul qui se démarque. Il y a certains, c'est un peu dosé. Mais il y a d'autres, on a même du mal ce matin à déterminer il y avait combien finalement dans ces bus. Parce que vous avez environ 30 comme ça. Et si on ajoute ceux qui n'ont pas eu de problème dans cet accident, peut-être on pourrait se retrouver autour de 35. Absolument. 35, ça c'est le nombre d'un bus. Mais là, on parle d'un minibus. On parle d'un minibus. Donc, j'ai dit tout simplement, il y a non seulement la surcharge, mais il y a aussi le comportement des conducteurs sur lequel il faut veiller lorsque vous êtes transporté par un conducteur. Parce que là, on parle de dépassement. Mais vous prenez ce sentier. Mais ils s'en foutent, Jacques. J'appelle ça souvent sentier. La seule chose qui diffère avec les sentiers de nos villages, c'est le bitume, hein. Sinon, en termes de largeur, c'est vraiment un sentier. Ouais, en effet. Ce n'est pas large. On nous a promis beaucoup de choses, mais d'ici jusqu'à Mamou, c'est vraiment restreint. Déjà, même si vous respectez votre ligne, vous pouvez être heurté par quelqu'un qui vient dans l'autre sens. À plus forte raison, tentez de doubler, n'est-ce pas, celui qui est devant vous. Donc, c'est de vous mettre en danger. Si vraiment on peut parler aux conducteurs lorsqu'ils nous transportent, je sais qu'il y a des têtus parmi eux, même si vous leur dites, ils n'en tiennent qu'à leur tête, donc ils vont quand même faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais souvent, il faut le faire. Il faut essayer de dire, nous ne sommes pas pressés. Allons-y doucement jusqu'à ce qu'on soit rassuré qu'un dépassement ne nous conduit pas à un danger. Parce que si on se tait et qu'on suit, n'est-ce pas, l'élan de certains conducteurs, ils nous exposent généralement à ce genre de situation. C'est vrai que les barrages, il faut les interpeller. Parce que si finalement les checkpoints qu'on a mis devant, ce n'est même pas la police sur les routes, c'est la gendarmerie mobile
vous en avez entre Kindia, entre Koya Kindia, vous en avez entre Kindia, Mamou. Souvent, quand vous les dépassez, moi je l'ai fait une fois quand je partais dernièrement à Gekedou, ils m'ont poursuivi quand même. Ils sont allés m'attraper jusque devant. Ah oui. Et j'ai présenté mes papiers. Ils ont dit il faut que je revienne. Ce que j'ai accepté. Je suis revenu jusqu'au barrage pour présenter mes documents. Ils ont dit vous ne devriez pas le faire. Je me suis excusé. Après, j'ai continué. S'ils le font pour ceux qui ne sont pas dans... Parce que moi, nous n'étions que 3 dans le véhicule. S'ils le font pour des gens comme ça, pourquoi ils ne peuvent pas le faire pour les gens qui viennent les dépasser avec beaucoup de personnes à l'intérieur? Je pense qu'il faut que la gendarmerie mobile soit interpellée sur cette question. La gendarmerie routière plutôt. Absolument, c'est autant d'inter... Ils n'ont pas de moyens. Ils ont des motos. Non, ils n'ont pas de moyens. Ils ont des motos, tu ne peux pas les dépasser. Non, ils n'ont pas de moyens. Je prends l'exemple. Des motos sans carburant. Voilà, je prends juste l'exemple. Celui de ce jour-là, il avait le carburant. La routière de Mania, par exemple, les 2 responsables de la gendarmerie n'ont pas de véhicule de service. Il y a un seul véhicule pour toute la gendarmerie. Ils n'ont pas assez de motos. La routière, il y a la routière de Mania qui gère toute la routière au niveau de Koya. Ils n'ont pas de véhicule. Ils n'ont pas de véhicule pour les responsables, mais les motos pour le terrain, il n'y en a pas. Mais même s'il y en avait, il y a souvent un problème de budget lié au carburant. Mais on va enchaîner avec vous, Mohamed Mara. Vous, comme nous, avons suivi ce drame. Hier encore, on l'a vu, le gouvernement qui s'est fendu d'un communiqué. Cela vous paraît-il suffisant? Comment analysez-vous tout ça? Alors, moi, ce qui m'attriste le plus dans cette histoire, c'est que c'est toujours les mêmes faits, les mêmes causes, les mêmes conséquences et les mêmes commentaires. Rien ne change. Au risque de répéter tout ce que vous avez déjà dit, nous étions en train de dire cela concernant un accident de route grave il n'y a pas encore longtemps, de la côté Guinée forestière, ensuite côté Haute-Guinée, un peu partout. Chaque année, nous disons la même chose. Les causes sont connues. Ceux-là, quand même, qui nous gouvernent ont parmi leur nombre des experts de ces questions-là. Les problèmes de route sont connus. La vétusté des véhicules, c'est connu. Le manque de contrôle technique, c'est connu également. Mais aussi le comportement des usagers eux-mêmes, ça aussi, c'est connu. Mais parfois même, peut-être que l'une des rares choses qu'on ne sait pas, c'est la responsabilité même de l'État qu'on peut engager. Lorsque, par exemple, un accident est causé par l'état de la route. Parce que ça, souvent, les gens ne le savent pas. Selon la nature d'une route, vous pouvez poursuivre une entité publique. Ailleurs, ça se fait et on a le même droit administratif. Oui, c'est possible. Et même parfois, quand j'entends un policier qui s'arrête, qui dit oui, et c'était par il y avait excès de vitesse. À la limite, on peut lui aussi le poursuivre. Ça veut dire jusqu'où l'État est géré de manière artisanale. Parce qu'il n'a aucun instrument de mesure. Artisanal. Là, oui, il n'a aucun instrument de mesure là où il est arrêté pour dire le véhicule était en excès de vitesse. Certes, les véhicules roulaient vite, mais pour parler d'excès de vitesse, il faudrait encore qu'il y ait limitation de vitesse. Il a dit que les routes sont muettes. S'il n'y a pas de limitation de vitesse... Et un moyen de mesurer la vitesse. Et un moyen pour flasher, pour mesurer la vitesse. Or ça, lorsque l'accident a déjà eu lieu, il faudrait faire des relevés, il faudrait procéder à des relevés. Il y a de l'expertise pour cela. Mais non, un Lakourou peut venir vous dire non, il y avait excès de vitesse. Ça veut dire jusqu'où l'État a abandonné complètement ces questions-là. Donc on est dans une sorte d'incurie. Nous avons même des routes. Je pense que quand vous les empruntez, arriver à bon port sans dommage, c'est cela qui relève du miracle. C'est cela la réalité. Vous venez de le dire. Vous avez une route sur laquelle vous roulez. Pour faire n'importe quel dépassement, vous êtes obligé soit de ralentir complètement ou de garer, soit de heurter même un cycliste qui est en train de rouler devant vous. Donc cette route, de par essence même, est déjà mortifère. Donc il y a des problèmes quand même à tous les niveaux. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est quand même le comportement de nous autres usagers. Nous savons que notre État est absent sur ces routes-là. Ce sont des routes de l'inconnu. Quand vous prenez ces routes, dès votre départ, priez. Restez en prière jusqu'à votre arrivée. C'est vrai. Priez et restez en prière jusqu'à votre arrivée. Je vous conseillerais même, avant de prendre une route guinéenne, jeûnez une journée en avance, repentez-vous de vos péchés. C'est vrai, repentez-vous de vos péchés, parce que vous ne savez pas
malgré votre grande prudence, ce qui pourrait vous arriver sur la route. C'est mieux de faire la paix avec Dieu et vos voisins avant de voyager en Guinée. Et ça, par ailleurs, c'est pour toutes les routes. Hein. Oui, la vie est tellement fragile qu'il faut être prêt. La vie est fragile. La vie est fragile. Mais en Guinée, si elle ne tient qu'à un fil ailleurs, ici, elle tient à une toile d'araignée. C'est cela, à un fil de toile d'araignée chez nous. Et c'est ça tout le problème. Mais malheureusement, nous sommes en train aujourd'hui de parler de jeunes vies brisées, de destins brisés, de rêves brisés, de familles endolories à jamais. Si tu permets, il y a cette nouvelle info que Antoine partage. Oui, là, c'est notre correspondant de Kindia qui m'envoie le message. Les autorités universitaires de Farana annoncent un nouveau cas de mort, un étudiant qui alourdit le bilan à 23. Et voilà, il faut rappeler le travail abattu hier par nos correspondants de ce côté-là, qui sont restés de 18h à 23h sur les lieux, en effet, qui continuent encore de relayer les informations. Et ça fait 23 morts malheureusement, et la plupart c'est des étudiants. Et donc c'est carrément l'université de Farana qui est en deuil. Absolument. En grande partie. J'ai même eu une petite sœur qui étudie justement, qui en connaissait plein de ces victimes-là. Je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur devrait faire un communiqué. Absolument, je pense que c'est ce département qui est vraiment concerné. Je pense les grandes gueules. Les universités auraient dû être mises à contribution ce matin, au moins pour mettre les drapeaux en berne. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Au moins, même si on ne le faisait pas pour tout le monde, mais au moins les universités à la fois publiques et privées. Parce que faire observer une minute de silence dans les salles de classe et au moins partout, cela peut amener les jeunes eux-mêmes à réfléchir. Parce qu'un minibus, en Guinée, ce qui est accepté, c'est 18 passagers. Alors, comment est-ce qu'on s'est retrouvé à plus? Quoique ça, déjà, c'est un gros excès. Non, je te dis déjà comment ça se fait. Quand vous achetez un minibus, vous l'amenez, la première des choses à faire, le minibus vous coûte cher, hein, mais déjà, il y a des dépenses qui vous attendent. Vous allez au garage. Il y en a à Bambeto ici, derrière la gare routière. La première des choses qu'on fait, on arrache déjà, tu connais l'endroit justement, on arrache déjà les bancs qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est pour Conakry. Pour l'intérieur, il y a des sièges. Ça, il faut le rappeler. L'intérieur du pays, les minibus sont munis de sièges. Ce qu'il dit est vrai. Non, ça, c'est pour Conakry. C'est le transport de Conakry. Non, mais je te dis même pour l'intérieur. Je peux terminer. Je peux terminer. Allez-y à la gare routière de Bambeto. Ce qu'il explique est ailleurs. Non, ce qu'il explique est ailleurs. Tu ne comprends pas. Il ne parle même pas de la disposition à l'intérieur. Toi, tu parles mais de la préparation. On enlève, on met des bancs. Je ne te parle pas de ça. Voilà. Les minibus arrivent parfois avec des nombres de sièges très limités. On les enlève. Si d'ailleurs c'est des fauteuils très rembourrés qui prennent trop de place, on les change. On fabrique des sièges là-bas. Il y a des chaudronniers qui vous fabriquent des sièges, qui les remboursent. C'est de cela que je te parle. Ce qui se passe, Mara, si tu permets, ce qui se passe, on déshabille totalement la voiture de toute la coque que vous voyez. J'arrive à cela. Elle est taillée. À l'intérieur, on introduit des barres de fer pour la rendre plus solide, plus robotique. C'est des barres d'acier en réalité. Après, j'arrive. Je crois que tu as été dans le transport. Tu sais très bien de quoi on parle là. Alors, on vous enlève cette coque-là du véhicule, d'accord? Et à l'intérieur également, on vous met des barres en acier, d'accord? Et on va les souder. Pourquoi? Parce qu'avec les surcharges, le véhicule va se déformer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, eux-mêmes mettent une ossature, une nouvelle armature qui puisse faire tenir l'armature même du véhicule. Mais aussi, à cause des bagages qu'on place là-haut, qui sont parfois beaucoup plus lourds même que le véhicule, également on le fait. Donc, on procède à tout cela et en plus, on surcharge. Et dans le coffre, vous avez également quelqu'un, en plus des passagers, dans le coffre également, on met même plus de bagages dans les coffres généralement. Les coffres, souvent, il y a des banquettes là pour dormir, soit pour l'apprenti, soit pour un second chauffeur. C'est même ce qu'ils font très souvent avec un second chauffeur quand ça va jusque pour des longues distances. Donc, tout ça déjà, les policiers le voient. Dans la ville, quand ils traversent, la gendarmerie routière, mobile, les voit, mais c'est accepté. C'est ce que je ne comprends pas. Donc, en réalité, l'État lui-même devient de facto complice de tous ces morts. Et vous savez, je vous dis encore, je vais terminer là-dessus. Il faut interpeller l'État. Parce que la solution de cette histoire-là, elle est avec l'État. Il faut l'interpeller. Parfois, le citoyen ne connaît pas le danger que le guette lui-même. Les grandes gueules. Parfois, il est têtu. C'est pour cela qu'on fait des lois. C'est pour cela qu'il y a des sanctions. Il n'a pas de choix. Si l'État
Si l'État... Avec nos conditions de vie, ce sont les seuls moyens de transport qui s'offrent à nous. Oui. Vous vous retrouvez à devoir faire avec. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que si on ne permet pas à ces gens-là de prendre des surcharges, qu'est-ce qu'il fait? On dit non, le transport doit augmenter. Mais en réalité, le transport peut être déjà cher, ça peut être déjà rentable. Néanmoins, on continue de surcharger. Et là, c'est vraiment le rôle de l'État de nous faire des routes, de les surveiller et de contrôler les véhicules quand ils sont notamment dans le transport interurbain. Parfait. Justement, et un constat sur la route de Kindia, vous vous souvenez, il y a des parties jusque-là, il n'y a pas de rempart. Dès que vous dérapez... Non, partout. Voilà, il n'y a pas de rempart. Il n'y a pas de rempart. Dès que vous dérapez, vous vous retrouvez dans les ravins. À mon retour de Kindia, je suis venu tomber sur un accident. La voiture a dérapé, elle s'est retrouvée dans les ravins. Et on ne peut pas faire des routes, je n'ai vu que ça en Guinée, sans rempart. Parce que si vous sortez de la route, c'est fini. Djiba, de Conakry en Zérékoré, il n'existe qu'entre Gekedou et Kondembadou un petit bout de ces garde-corps. Tout le reste, il n'y en a pas. De rempart. Tout simplement. Je me demande comment en fait on peut voir ça et ne pas réagir. Quand il y a accident, c'est trois choses. Soit c'est le facteur humain, soit c'est l'état des routes ou c'est la voiture. C'est la technique. Voilà. Il faut qu'on essaie de pallier à tout cela. Ce sont des routes qui disent simplement débrouillez-vous. Jacques, on va sans discontinuer, on va enchaîner avec cette autre actualité tout en disant toutes nos condoléances, les condoléances de la maison, des Grandes Gueules, aux familles victimes de ce drame-là. En revenant donc ici, l'espace sous-régional, de plus en plus menacé par l'avancée terroriste. Et ça, c'est l'information que relaie Sénégo qui relaie une information de Séné News. On parle donc de l'interpellation dans la commune de Kolda d'un Guinéo-Polonais qui serait, n'est-ce pas, impliqué dans des histoires de terrorisme. Et il est arrivé à Dakar depuis mars 2022 et il a installé dans une localité donc de cette commune. Kolda, c'est un peu par là. Oui, donc dans une localité là-bas, si vous voulez bien, un camp d'entraînement où il recrute et entraîne, n'est-ce pas, des jeunes. Mais il a pu installer, n'est-ce pas, selon ce que le site révèle, une société de sécurité, African Security Academy SARL. Les enquêtes ont quand même permis de trouver un lien entre ce qu'il fait et des groupes bandes terroristes qui sont établis en Belgique, en France, au Luxembourg, mais également en Pologne, où c'est son deuxième pays, si vous voulez, comme ça. Il a donc été interpellé et conduit à la brigade des investigations terroristes du côté de Dakar. Le travail est en train d'être fait pour comprendre si, évidemment, disons son implantation ici dans la sous-région, parce que pour l'instant, tout ce qu'il a avec la Guinée, c'est sa nationalité, et puis ce qu'il a avec le Sénégal, c'est bien sûr ce camp d'entraînement. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des Guinéens ou il y a des Sénégalais? C'est les enquêtes qui pourront le déterminer par la suite. Mais ça veut tout dire qu'il y a une menace réelle. Vous savez, les rares pays qui sont aujourd'hui exemptés par ce phénomène, c'est le Sénégal, c'est la Guinée. Sinon, les autres qui nous entourent sont déjà pleins dans le phénomène et ils tentent de l'enrayer. Mara, c'est pas nouveau. C'est vrai que cette arrestation, elle est nouvelle, mais de la préparation à ce type d'acte, c'est pas une première pour nous de l'apprendre et que cela nous soit mentionné. Moi, je suis inquiet quand même. Je suis inquiet. Vous savez, de plus en plus, la Guinée est interpellée. Il y a des rapports qui inquiètent. Il y a un magistrat guinéen qui est très connu, qui appartient à une organisation internationale dont l'objectif justement ce sont les échanges de renseignements, d'informations entre les différents États du monde, mais qui prévoit des attaques ou en tout cas des actes violents en Guinée entre 2023 et 2025 si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Je vais vous rappeler quelques faits. Vous vous souvenez l'ancien directeur général de la police, commissaire Bangali Kourouma, vous vous souvenez quand il était encore là? Il y a eu des arrestations déjà à l'époque à partir de ce quartier de je ne sais pas si ça c'est Simbaya ou si ça appartient à Nkoseng, je ne connais pas trop le nom, vers Cantine. Il y avait là une villa qui avait été prise, une villa
par une organisation qui disait être une fondation d'un pays, d'un État du Golfe. Et c'était payé. Des jeunes gens avaient été recrutés. On leur disait non, qu'on va venir leur donner du travail, qu'on va faire des routes en Guinée, ainsi de suite. Des gens étaient payés déjà entre 700 000 et 1 million. Et pendant plusieurs mois, rien, on ne voit personne. Et les jeunes étaient regroupés là. Alors une quarantaine d'entre eux avaient été interpellés. Moi, j'avais été mis au parfum de cette histoire. Je suis allé à fond pour commencer à creuser, pour comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. Pour l'une des rares fois, j'ai accepté de ne pas divulguer une information. Parce que il fallait quand même se montrer responsable, donner la chance aux autorités de comprendre ce qui était en train de se passer, en vue peut-être de démanteler, s'il le fallait, un réseau terroriste qui le sait. Si vous vous souvenez, à l'époque, dans Politiquement Correct, nous avions aligné un certain nombre d'émissions, il y avait Ahmed Kourouma ici, juste à l'époque, sur la question du terrorisme. Également, on avait pris des experts à l'antenne et même commandant Barry. Et à qui d'ailleurs pour qui j'ai eu une pensée très affectueuse ce matin. Lui-même, il était intervenu sur cette question sur nos antennes. Alors à l'époque, les jeunes avaient parlé. Et on s'était rendu compte qu'il y avait peut-être même possiblement des cellules dormantes sur la dorsale. Je vous rappelle, avant, à l'été 2019, des véhicules, notamment un véhicule qui avait explosé du côté d'Abondi, si ma mémoire est bonne, avec des bonbons de gaz qui étaient à l'intérieur, mais l'interconnexion entre ces trucs, à l'époque, il y a des montants qui estimaient probablement que c'était quelque chose de préparé, mais c'était de fortune, les gens ne maîtrisaient pas la technique. Il y a eu des choses comme ça, il y a eu des arrestations. On n'a pas voulu communiquer. Jusqu'à ce que lui-même aille découvrir un engin explosif du côté de la station de, je sais plus, Belvédère, là, c'est Bellevue. Un peu plus loin. Mais ici à Matoto, la mairie de Matoto en avait également été la cible. En effet. Pour les élections 2020. Justement, en effet. La mairie même de Matoto, si vous avez bonne mémoire, un des véhicules avait été découvert par là, de ce côté. Donc, cela a beaucoup inquiété. Mais comme vous le savez, sur ce type de questions, souvent les autorités ne communiquent pas beaucoup et préfèrent généralement aller en sourdine. Maintenant, apprendre très clairement qu'il y a des Guinéens, je ne suis pas surpris. En réalité, ces mouvements concernent tous les États du monde. Chaque fois que vous voyez des gens arrêtés en Syrie, ainsi de suite, vous êtes surpris de voir des Équatoriens, vous êtes surpris de voir des Chinois, des gens venant de toutes parts. En effet. Mais aujourd'hui, que ça se rapproche si dangereusement qu'on dise que des compatriotes sont d'éventuels recruteurs et à la limite à nos frontières, je crois que cela doit interpeller parce que de plus en plus, comme je le dis, on voit des armes en Guinée. Dans l'histoire, on voit des armes en Guinée et ça devrait interpeller tout le monde. Pour le cas du terrorisme, c'est peut-être nouveau, mais dans l'histoire de notre pays, en tout cas vous la lisez, vous découvrirez que ce phénomène qui implique des Guinéens contre éventuellement la Guinée, ce n'est pas du tout nouveau. Nous allons marquer une pause, nous allons nous retrouver juste après une dizaine de minutes. Nous aborderons le cas Cabinet Silla, Bill Gates, qui est déposé à la Maison Centrale. Son avocat souhaite prendre la parole ce matin chez nous. Et puis derrière, le maire de Nzérékoré, je dirais le maire déchu, Moriba Delamou, il réagira également à cet acte du président de la République qui démet justement le conseil communal. Et puis le sujet de ce matin, pourquoi Yaya Sow, ministre des Infrastructures, son cabinet et d'autres cadres de son département ont-ils été suspendus hier par le Premier ministre? Les grandes gueules vous livrent en exclusivité la véritable raison de cette décision qui fait beaucoup de bruit. Restez simplement avec nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes et ce sera juste à la reprise.